Bon, bonjour tout le monde. Je vais pas redire bienvenue. Je suis très content d'être aujourd'hui l'animateur. Je pense que Raphaël m'a demandé de l'être parce que je suis un vieux dinosaure du net. Ça fait 20 ans que je travaille avec passion dedans. Et donc nous avons la chance aujourd'hui, l'extrême chance, d'avoir 3 associations qui vont se présenter, qui sont très en avance dans l'utilisation de l'outil Internet. Alors vous avez vu que j'ai utilisé déjà plusieurs mots, il y a le web, Internet. Alors quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est quoi le digital par rapport au numérique, par rapport au web, par rapport à Internet. Tout ça, oubliez-le, ça s'appelle la toile. Et donc la toile, c'est une belle image parce que sur une toile, les informations courent, se propagent, vibrent et vont très très vite. Et donc c'est comment on va utiliser, on va communiquer et faire propager une information sur une toile de façon rapide, instantanée, avec tous les dangers que cela peut avoir, et en même temps les risques provoquent des opportunités, et donc c'est de ça dont on va parler maintenant pendant 45 minutes. Donc je vais demander aux 3, alors honneur aux femmes, et peut-être à ma gauche, Marion, de se présenter très rapidement, de présenter leur association, ensuite Margot et Salah, parce que c'est le seul homme parmi les 3, d'être en 3e pour se présenter. Je crois que ça va nous faire une présentation originale, inattendue, donc accrochez-vous bien. Marion. Donc, bonjour à tous, moi je suis Marion Labarrière, donc je suis responsable Internet et réseaux sociaux à Apprentis d'Auteuil. Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation... Il y a un truc qui ne va pas. Donc Apprentis d'Auteuil est une fondation catholique. On va fêter nos 150 ans l'année prochaine, donc on est une vieille maison, cependant très très dynamique. Moi, mon poste en fait a été créé il y a 3 ans maintenant, donc c'était une vraie volonté de la fondation que de s'asseoir sur le terrain du digital et de le faire bouger. Margot. Bonjour, donc je représente le BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, qui est une association catholique qui a été créée en 1948 à la suite à l'appel du pape Pie XII en faveur de l'enfance meurtrie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'objectif du BICE, c'est de venir en aide à tous les enfants dans le monde pour défendre leurs droits et faire valoir leur dignité en tant que personne à part entière. Le BICE n'est pas une organisation d'église, c'est une association catholique, donc on est reconnu par le Saint-Siège pour nos actions et on a des liens très forts en fait avec le Vatican et les congrégations religieuses qui nous permettent de déployer le message et les actions du BICE dans le monde. Et on a aussi une très forte action de plaidoyer en fait à l'ONU pour défendre les droits de l'enfant à tous les niveaux, aussi bien au niveau des institutions et des gouvernements que sur le terrain auprès des enfants. Il n'y a qu'un micro pour les deux à droite. C'est à mon tour. Donc, le Secours Islamique France. D'abord, j'aimerais bien savoir si, parmi vous, des gens ont déjà entendu parler de cette organisation, de près ou de loin. Ah si, quand même, quelques bras. Donc, une petite moitié de la salle n'en a jamais entendu parler. Donc, pour la présenter rapidement, c'est une ONG de solidarité internationale, de secours d'urgence et de développement. Je pourrais vous la présenter en 4 points. Premièrement, le nerf de la guerre, elle est financée par les frères musulmans, l'Afghanistan et l'Arabie Saoudite. Évidemment, elle n'aide que, nous n'aidons que les musulmans, à l'exclusion de tout autre type de bénéficiaires. Oui, c'est drôle. Je vous avais averti que ce serait inattendu. J'ai pas fini. On ne recrute évidemment que des femmes voilées et des barbus, la preuve. Et enfin, nous œuvrons pour la promotion de la pratique d'un islam radical dans le monde. Bon, personne n'est choqué, tu as trop vendu la... Donc évidemment, j'ai commencé à partir de quelques clichés comme ça, parce que, mine de rien, parfois des gens nous posent ce type de questions facilement. Donc voilà, c'est une ONG, tout ce qu'il y a de plus classique, 24 ans d'existence, du travail
plusieurs dizaines de pays, une quarantaine, un siège permanent dans une vingtaine d'entre eux, et jusque-là 8 millions de bénéficiaires aidés en 24 ans. Merci. Donc merci Marion, Margot et Salah. On va rentrer dans le vif du sujet et vous poser simplement la question de quels sont les canaux que vous utilisez pour communiquer sur Internet, sur la toile, pardon. Donc Facebook, Twitter, Google+, etc. Donc on va démarrer par Margot. Alors au BICE, on utilise Facebook depuis 2008 à peu près. C'est une présence qui s'est accrue ces dernières années avec un relais presque quotidien en fait de publications sur Facebook pour entretenir le lien avec la communauté. Aujourd'hui, on a à peu près 5500 fans sur notre page Facebook et depuis quelques mois, en fait, on a un fil d'actualité Twitter qui nous permet de relayer des messages qui sont différents, de faire du live tweeting par exemple comme lors du dernier congrès du BICE en mai, et qui permet aussi d'être un relais vraiment plus orienté sur l'actualité des droits de l'enfant. On a un site internet aussi qui est actif, à peu près 10 000 visiteurs par mois, donc c'est une bonne plateforme de relais aussi bien pour présenter nos actions que les actualités de nos projets et ce qui se passe sur les droits de l'enfant. Et puis bien sûr on a une newsletter qui sert de point de relais et de point d'entrée vers nos news et vers nos réseaux sociaux, donc qui est mensuel et envoyé à peu près à 20 000 personnes. Et c'est la conjugaison de ces différents moyens de communication sur Internet qui nous permet en fait de diffuser notre message au plus grand nombre. Parce qu'on a remarqué que sur Facebook, les gens ne réagissaient pas de la même manière qu'en lisant notre newsletter ou qu'en venant spontanément sur le site. C'est des comportements différents. Sur Facebook, c'est une réaction vive, c'est une réaction par rapport à ce qui est posté. Donc les images ont beaucoup de succès, beaucoup plus que par exemple des textes longs, alors que sur le site internet on propose aussi des textes plus longs, des PDF à télécharger pour aller plus loin en fait sur nos actions. Merci Margot. Vous avez bien entendu qu'en réalité chaque canal était utilisé de façon très différente pour deux raisons, la spécificité du canal, de l'outil je pense, et en même temps la cible et les habitudes. Donc Salah, qu'en est-il pour le Secours islamique ? Alors oui, effectivement le site web est notre première vitrine de visibilité. Depuis quelques années déjà, plusieurs, nous utilisons les principaux réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter principalement, mais également un petit peu moins les autres, pour une présence. Mais vraiment, nous sommes actifs sur les deux principaux, avec chacun sa spécificité, bien sûr. Facebook est un grand marché, un grand supermarché de l'information, pour ne pas dire une grande brocanterie. On y trouve tout et n'importe quoi, et les infos viennent très vite et partent très vite. Twitter a une rémanence un petit peu plus longue, c'est un peu plus posé, c'est un peu plus court aussi, c'est un peu moins ennuyeux, enfin pas ennuyeux, c'est moins envahissant, voilà, c'est moins envahissant. Donc on est présent sur les deux avec une veille très très active. Alors, et Marion, pour les apprentis d'Auteuil ? Oui, je ne vais pas déroger à ce que disent mes petits camarades. On a à peu près le même schéma de fonctionnement. Donc, un site internet, évidemment, en pilier central, autour duquel on fait graviter les réseaux sociaux. Donc, effectivement, nous aussi, on est principalement sur Facebook et sur Twitter. On essaye autant que faire se peut d'envisager tout ça comme un écosystème, en fait, quand même. Et faire que les trois vivent ensemble, se répondent, se renvoient les uns vers les autres. Alors, de la même manière, on n'a pas du tout les mêmes typologies de messages sur les réseaux sociaux entre Facebook et Twitter. Effectivement, Facebook, on est beaucoup plus dans le jeu de la communauté, dans le jeu de l'amitié. Aujourd'hui, nous, on a 50 et quelques mille personnes dans notre communauté. Une fois, on a eu le malheur de s'adresser à eux en parlant de fans, je crois me souvenir. Et on a pris vraiment moult remarques disant mais on n'est pas vos fans, on est vos amis. Donc ça vous donne la teneur des échanges qu'on peut avoir sur cette page Facebook.
On a une communauté qui est donc assez engagée, hein, qui like, qui partage, qui commente, en règle générale très bienveillante. Hein, on fédère quand même vraiment des gens qui ont une affinité avec Apprentis d'Auteuil, que ce soit une affinité parce que dans leur vie ils ont croisé le chemin de la fondation ou parce qu'ils soutiennent nos actions et qui trouvent la mission belle. Donc voilà, on a des gens qui sont plutôt engagés, on a peu d'éléments type troll ou autres qui pourraient venir nous casser les pieds. Et si tant est que quelqu'un nous attaque sur un sujet ou un autre, les autres membres de la communauté régulent les choses. Donc il y a presque plus besoin de community manager sur cette page finalement. Voilà, donc voilà, une relation très amicale sur Facebook, hein, qui nous empêche pas évidemment de transmettre quand même les informations qu'on veut y transmettre. Sur Twitter, hein, de la même manière que le BC, on est sur quelque chose de plus B2B. Hein, enfin, on a une relation qui est quand même plus dans l'information. On va avoir une relation aussi plus militante, hein, parce que le média nous permet d'aller interpeller, par exemple, des politiques, des institutionnels sur des sujets. On va être aussi dans une relation plus professionnelle avec des journalistes, et on va du coup diffuser des informations plus militantes. Alors, merci Marion. On a entendu le mot troll. Donc, je suppose que là, on va poser une question qui, j'espère, va intéresser et amuser l'Assemblée. C'est que se passe-t-il quand vous avez des trolls, quand vous avez des attaques, quand vous êtes en situation de crise? Et d'ailleurs, en préalable à votre réponse, est-ce que vous utilisez des outils de veille? Parce que tout va tellement vite, est-ce que vous essayez minute par minute de regarder s'il n'y a pas des dérives? Comment gérez-vous les crises? Salah, peut-être? Et si vous avez des exemples, d'ailleurs, allez-y. Alors, outils de veille, oui, bien sûr. Je pense que c'est nécessaire quand on utilise les réseaux sociaux. Nos outils de veille en deux mains, hein, pour surveiller et puis pour réagir. Donc, ce sont des humains. Nous avons une personne spécialisée sur Facebook et une autre sur Twitter, et ils ont leur smartphone et ils sont connectés pratiquement H24 et réagissent très vite sur les réseaux sociaux. Et ce sont deux personnes plutôt expérimentées qui connaissent très bien la structure et qui sont capables de réagir assez rapidement sur les réseaux. Lorsqu'une crise survient, une crise de rumeurs, une attaque sur l'organisation, ça nous est arrivé. Généralement, il y a une alerte qui est faite par nos outils de veille, et la direction et la présidence du Secours islamique se positionnent, hein, pour donner la ligne de conduite. Le plus souvent, nous apprécions l'autorégulation des internautes par eux-mêmes, c'est-à-dire lorsque quelqu'un nous attaque sur Facebook, nous ne réagissons pas immédiatement, nous attendons un petit peu, quelques heures. Cela permet aux autres internautes de réagir. Et le plus souvent, ça marche très bien parce que les personnes qui connaissent bien l'association ou les bénévoles, etc., vont réagir par eux-mêmes et défendre l'organisation. Et ça nous permet de nous affranchir parfois de choses qui peuvent être moralisatrices ou un positionnement un petit peu gênant par rapport au fait qu'on ne peut pas être jugé parti. Et du coup, être défendu par ceux qui nous connaissent est beaucoup plus pertinent. Marion? Alors j'ai les mêmes outils de veille, hein, avec des pieds, des jambes et des yeux. Donc plus le classique Google Alert et compagnie. Alors par chance, on n'a pas eu à traverser de crise grave, enfin de choses un peu embêtantes pour la fondation depuis plusieurs années, et notamment depuis l'avènement des réseaux sociaux. Bon, après, effectivement, il y a toujours j'ai qualifié ça de troll, mais enfin bon, en tout cas la personne un peu malveillante qui va aller nous chercher des poux dans la tête. Effectivement, en règle générale, tout ce qui se passe sur Facebook, comme je disais tout à l'heure, il y a l'espèce de régulation qui est faite par la communauté, et du coup, dans la majorité des cas, on n'a même pas besoin de répondre. Après, s'il y a des éléments qui sont faux, des contre-vérités qui sont dites, là, on va apporter une réponse, mais en essayant d'être le plus factuel possible.
Sur Twitter, finalement, c'est le réseau où on s'est fait, voilà, qui nous a bousculé le plus. Mais sur des choses qui n'étaient jamais vraiment très graves, hein. On s'est fait un peu sermonner sur un chiffre qu'on avait avancé de taux de chômage chez les jeunes qui était controversé, et du coup ça a déclenché une polémique absolument incroyable de sourcing, notamment de l'information. Bon, là, j'avoue que au bout de 10 tweets, en fait, on a arrêté de répondre parce que ça n'avait plus aucun intérêt. En fait, c'était juste une bataille de chiffres, et voilà. Et puis les quelques autres fois où on s'est fait un petit peu bousculer, on s'en est sorti par une pirouette. Très honnêtement, on n'a jamais eu de choses graves à essuyer, et du coup le bon sens fait que les choses se tassent. On a de la chance d'être quand même sur des médias qui sont hyper fugaces. Donc c'est vrai qu'un tweet au bout de 3 minutes et demie, il est enterré à 10 mètres sous la tweetline de nos interlocuteurs. Donc c'est pas un drame. Et voilà, donc compte tenu qu'on n'a pas eu de cas vraiment difficiles, je peux pas répondre très spécifiquement. Après, nous en interne, on est structuré, on a une cellule de veille, on a une cellule de crise, chacun a un rôle et on sait tous comment se mettre en ordre de bataille si vraiment un gros souci venait à poindre. Donc Margot. Alors, au BICE, au niveau des outils de veille, en complément d'une modération en fait active, on utilise aussi Google Actualité avec des mots-clés en fait pour aussi connaître ce qui se passe sur les sujets et les projets du BICE. Donc parfois, ça nous permet d'avoir d'autres sources d'informations et puis d'anticiper certaines réactions. Après, par exemple, on a remarqué que les réactions les plus fortes qu'on avait eues de la part des internautes, c'était souvent en retour à la newsletter, comme si le fait de répondre à une newsletter dans un email, c'était plus privé, entre guillemets, que sur les réseaux sociaux où c'est visible pour tout le monde. Donc là, c'est vrai que la position du BICE, c'est d'engager le dialogue, de répondre en fait pour expliquer la position, parce que bien souvent, on a remarqué que c'était des réactions à chaud, pas forcément réfléchies, qu'il n'y avait pas eu une lecture complète du message. Et donc ça, c'est des discussions qui sont prises avec la direction de la communication pour justement répondre à tout le monde. C'est vraiment, on met un point d'honneur à ça et à respecter aussi le fait qu'il y ait parfois des internautes qui n'aient pas le même point de vue que celui défendu par le BICE. Mais dans l'ensemble, ça se tasse très vite en fait. Les gens ont besoin de réagir, c'est vraiment impulsif. Et puis après, on leur répond et souvent ça tombe dans l'oubli. Et puis sur Facebook, ça nous est arrivé aussi d'avoir des messages de personnes en fait qui voulaient plus témoigner, mais dont le témoignage rentrait pas forcément dans la ligne du BICE, ou qui était déconnecté des droits de l'enfant ou de nos missions. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on applique une modération aussi parce qu'on est un espace dédié aux droits de l'enfant, aux missions de l'association, et pas à n'importe quelle intervention. Donc, si je résume, c'est assez intéressant. Les trois associations ont beaucoup de pieds, de mains et d'yeux, si j'ai bien compris. Donc, c'est de la veille, on s'aidant de certains outils, et ils disent il faut être vigilant, mais n'ayons pas peur. En gros, il n'y a pas de crise réelle, et donc, comment vous utilisez ces canaux pour propager votre communication? Est-ce que vous, par exemple, profitez de moments forts pour faire agir une certaine viralité, c'est-à-dire pour créer un buzz sur le net? On va démarrer par Marion. Alors, on n'est pas des gros pros du buzz. En revanche, on essaye d'être à l'écoute vraiment de l'actualité, de ce qui se passe et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein, on regarde les trend topics plusieurs fois par jour pour voir un peu ce qui se passe et ce qui se dit. Et du coup, on a toujours une petite veille dans la tête pour se dire, si on voit un sujet sur lequel on peut s'engouffrer, engouffrons-nous, mais faisons-le toujours de manière un peu maligne, un peu impertinente.
Alors notre meilleur coup, je dirais, a été de réagir suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'illettrisme en septembre l'année dernière, sachant que nous ne voulions pas prendre part au débat. A-t-il eu raison, n'a-t-il pas eu raison de tenir ses propos? C'était pas le sujet. Nous, un de nos sujets, c'est l'éducation. Donc l'illettrisme rentre dans ce champ-là. Donc on voulait réagir sur cette problématique de l'illettrisme. Donc on s'est réunis à 3-4 en se disant comment on peut prendre la parole sur ce sujet. C'était l'émeute sur Twitter à ce moment-là. Il fallait qu'on s'engouffre dedans. En quelques heures, on a bricolé une petite image, une petite réponse, et on a tweeté en mettant « L'illettrisme n'est pas une insulte, c'est le problème de 2,5 millions de personnes en France ». Avec « Il existe des solutions, : le lien », et voilà, on a posté ça. Et ça a été évidemment notre meilleur tweet. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux au niveau du retweet, à tel point qu'une demi-heure après, le Nouvel Obs nous a appelé la cellule média pour leur demander une interview sur le sujet de l'illettrisme. Alors c'est un vrai sujet pour Apprentis d'Auteuil, mais c'est pas notre cheval de bataille premier. Voilà. Donc ça, c'est le coup malin. Très honnêtement, il y en a peu. Aujourd'hui, on en a fait peut-être 2-3 comme ça, mais pas vraiment plus. Voilà. Et du coup, voilà. Là-dessus, il faut être à l'affût de ce qui se passe, de ce qui se dit. Faut pas avoir peur d'y aller, parce que, voilà, au pire, on se plante. Voilà. Et c'est pas un drame. C'est quand même aussi un des avantages du média, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Donc, faut pas hésiter. Et faut essayer, voilà, de s'initier de la manière la plus maligne et impertinente dans l'actualité. Margot? Pour reprendre les propos de Marion, il faut tester et retester en fait sur Internet, parce que comme ça bouge tout le temps et qu'on est assez nouveau, tant qu'on n'a pas testé en fait un message, une typologie d'action, on peut pas forcément se rendre compte de si ça plaît ou si ça plaît pas. Et c'est d'autant plus important sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au BICE, on a pu connaître des buzz à certains moments, mais souvent c'était de façon involontaire. En fait, c'était d'abord on choisissait de publier, de relayer des news, des actualités qui nous paraissaient essentielles par rapport aux missions du BICE, et après en fait ça a déclenché des partages, des likes sur Facebook, des commentaires. Et notamment on met beaucoup en avant les temps forts de l'année catholique et tout ce qui est journée mondiale. Et ça en fait, comme c'est des sujets auxquels toute la communauté de fans se sent concernée, ça engendre en fait des partages, et du coup nous ça nous donne de la visibilité de manière un peu facile. Parce que parfois c'est plus facile d'afficher sur sa page Facebook qu'on soutient la journée mondiale contre le travail des enfants plutôt qu'un article sur la justice juvénile qui peut moins facilement toucher notre propre communauté personnelle. Ça là. Donc sur la question du buzz, bien sûr, nous, en tant qu'humanitaires, nous souhaitons et nous essayons toujours de le faire. Ça ne marche pas évidemment à tous les coups, hein. Mais nous avons divers moyens d'utiliser la communication virale. Bon, déjà, on fait du SMSing aussi, donc nous avons une base de données de plusieurs dizaines de milliers de contacts. Sur notre page Facebook, si mes souvenirs ne me trahissent pas, on est à Samy, tu peux m'aider. 136 000 followers, enfin fans, et quelques milliers sur Twitter. Nous n'hésitons pas à rédiger nos messages de façon à ce que les gens aient envie de les liker ou de les partager, de les envoyer. Parfois, nous le faisons expressément, en disant n'hésitez pas à partager à tous vos contacts. C'est ce qui fait avancer l'information. Juste pour la question précédente, sur la question des crises sur Facebook, on en a connu des pas mal, hein, des qui nous ont fait veiller tout un week-end, par exemple, à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur la crise syrienne. Des fois, on reçoit des noms d'oiseaux de toutes les couleurs
vous êtes des criminels, vous avez le sang des victimes syriennes sur les mains, etc. Vous êtes des collabos. Enfin, dès lors que on a le malheur de négocier une autorisation d'intervenir avec un gouvernement qui est controversé, on devient tout de suite des collabos. Donc, on a parfois ce type de réaction sur les réseaux. Alors, on essaie de faire de l'éducation en expliquant que nous sommes une ONG internationale qui n'agit pas sous couvert et clandestinement. On est obligé d'obtenir les autorisations des gouvernements et des autorités de fait. Donc, ce sera le Hamas à Gaza, ce sera le gouvernement Bachar en Syrie et tout autre type de gouvernement, qu'il soit bon ou mauvais, ça ne nous regarde pas. On ne se positionne jamais contre les mauvais ou pour les gentils. On a un travail à faire et notre seul critère, c'est vraiment la vulnérabilité des populations que nous aidons. Merci beaucoup. Vous avez compris donc que ces outils de la toile étaient utilisés, là on va plus dire la toile, mais comme une caisse de résonance, avec impertinence, j'ai entendu, en étant malin et même en provoquant cette viralité. Alors, comment ma question va être dans ces moments forts, soit de crise, soit de viralité, est-ce que vous affichez vos convictions sur le net, oui ou non, et pourquoi? Alors, Margot. Le BICE, c'est d'abord une association de protection de l'enfance et de défense des droits de l'enfant. Donc, ça va être notre mission première. C'est ce qu'on va mettre en avant. Après, c'est une association avec des valeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association catholique. On fait pas de prosélytisme. On est vraiment orienté, les projets, les actions envers tous les enfants. Et ça, c'est c'est vraiment un point important dans notre communication. Ensuite, c'est vrai qu'on a des résonances dans le monde catholique, dans le monde chrétien, parce qu'on a des racines et des valeurs communes. On les utilise aussi, ces valeurs communes, dans notre communication. On les dissocie pas. Tout à l'heure, je parlais des posts tout au long de l'année catholique sur Facebook. C'est aussi une bonne source de visibilité. Donc, on utilise les deux dans les emailing aussi pour faire des appels à dons. Par exemple, au moment du carême. C'est vrai qu'un message d'un archevêque, ça va fonctionner auprès de nos donateurs parce qu'ils sentent la relation plus proche avec les missions de l'association. Salah. C'était quoi la question déjà? Est-ce que vous affichez vos convictions lors des moments de crise ou comme support d'une viralité? Alors, nos convictions, je dirais comme Margot, hein, elle a bien résumé la question. Nos convictions sont liées à notre activité. Notre activité est humanitaire avant tout. Je dis toujours, notre nom est composé de 3 mots. Secours Islamique France. Secours, c'est notre travail, c'est notre mission. Islamique, c'est notre identité et nos valeurs. Les valeurs universelles que l'islam porte, comme le christianisme ou le judaïsme et beaucoup d'autres, la générosité, la solidarité, le partage, la prise de risque pour l'autre, l'honnêteté, etc. C'est le deuxième mot. Et France, c'est notre culture, c'est l'origine de l'association qui est née en France et qui a grandi en France et qui continue à œuvrer en France et à l'étranger. Donc, nos convictions, elles sont celles-ci. Notre site liste les valeurs que nous souhaitons porter très haut à travers notre travail. Après, sur le plan religieux, nous n'avons pas de communication active, c'est-à-dire que beaucoup de gens parfois nous posent la question: est-ce que vous construisez des mosquées, est-ce que vous distribuez des Corans? Non, pas du tout. Et des fois, des gens nous demandent: on voudrait bien que vous nous aidiez à construire une mosquée dans notre village. C'est pas notre travail. Donc, sur le plan du religieux, on est très effacé, c'est-à-dire la majorité de notre communication va concerner notre travail sur le terrain et le témoignage pour les pauvres, les bénéficiaires. Marion? Oui, à Apprentis d'Auteuil, on s'inscrit un peu également dans ce que vous venez de dire. Hein. Donc nous, on est effectivement une fondation catholique, mais reconnue d'utilité publique.
Et c'est vrai que du coup, sur Internet, on a plus la casquette reconnue d'utilité publique que la casquette catholique. Cependant, voilà, on a ces valeurs qui sont des valeurs chrétiennes, mais qui sont aussi quand même des valeurs universelles qu'on partage tous. Enfin, je pense qu'on a tous prononcé les mots de solidarité, de fraternité et d'amour du prochain cet après-midi. Et voilà, ce sont les valeurs qu'on porte. Après, voilà, on est une fondation qui a tissé sa mission sur les textes de l'Évangile. Et c'est profondément ancré dans notre ADN, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on le brandit pas haut et fort chaque fois qu'on prend la parole, en fait. C'est parce que, voilà, pour nous, ça fait vraiment partie de notre vie. Et vis-à-vis des donateurs, puisque c'était Margot, je crois, qui en parlait, on a eu à un moment donné de la fondation une communication vraiment très orientée catho, avec nos donateurs, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est moins fort. On garde évidemment une dimension spirituelle dans cette communication, mais par exemple nous on n'appelle plus aux dons spécifiquement au moment de carême, par exemple. Voilà, c'est quelque chose dont on a voulu se détacher un peu. Donc merci beaucoup. J'aurais voulu terminer par cette question, mais nous avons encore 5 minutes. Et donc, je vais en poser une dernière, qui est comment vous êtes structuré dans votre cellule communication par rapport aux bénévoles, structuré en interne, et puis est-ce que vous avez une grande liberté pour communiquer, ou est-ce qu'il y a des allers-retours, des filtres qui sont mis en place? Donc, Margot? Alors, au niveau du BICé, à la direction de la communication, il y a une personne, et puis après, il y a une équipe de 4-5 personnes, accompagnées de bénévoles ponctuels ou récurrents, et parfois de stagiaires. Donc, on reste une petite équipe sur le front à la fois de la collecte, du print, de l'événementiel et du digital. Au niveau du digital, on a des bénévoles qui nous accompagnent pour toutes les traductions en fait de textes, parce que le BICé est une organisation internationale avec 3 langues officielles, le français, l'anglais et l'espagnol. Donc la plupart, enfin même presque tous les textes sont traduits dans ces 3 langues. Donc ça implique aussi une gestion au niveau de la traduction des concepts, aussi bien sur les droits de l'enfant, la protection de l'enfance ou la vision et les valeurs du BICé. Donc ça c'est des choix qui sont arrêtés au niveau, avec la direction et le conseil d'administration. Et c'est à nous en tant que relais, que webmaster, que chargé de communication de les relayer en fait auprès de ces personnes, de les former, de les informer. Donc c'est un rôle important pour pas faire de contresens justement dans le message qu'on veut délivrer. Et ensuite au niveau des publications sur le site internet, tout est validé. C'est vrai que cette validation on l'a moins sur les réseaux sociaux, parce qu'une grande partie est repris en fait du site internet. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu de la chance de jamais avoir eu d'incident de publication, d'avoir un texte mal placé ou un tweet qui relayerait pas la vision du BICé. Donc, on peut s'estimer heureux. Voilà. Sana? Idem, on a un département de communication avec une personne à sa tête et une équipe. Donc une personne pour le média, une personne pour l'infographie, une autre pour le webmaster, parfois des stagiaires. Pas de bénévoles en service communication, c'est un peu trop sensible. En revanche, les bénévoles, on en a actuellement, on en recense 1 millier d'actifs sur la France. Que nous gérons à travers une cellule indépendante qui s'en occupe totalement, comme une base de données relationnelle. Nous faisons même une fois par an une espèce de grand gala pour eux, pour les remercier et reconnaître et valoriser en tout cas leur travail et leur apport. Sur la question de la liberté de communiquer. La liberté de communiquer, elle est quand même, elle n'est pas absolue. Hein. Pour une association comme la nôtre, on est toujours attendu au tournant, vous l'imaginez bien. Donc nous marchons sur des œufs parfois. Et sur la question de Charlie, par exemple, il y a eu une grosse discussion en interne, très riche, avec beaucoup
détractions, enfin des avis totalement contradictoires, et on se positionne, on a fini par réagir en produisant nous-mêmes une caricature sur Je suis Charlie. Donc le CIF s'est positionné comme étant Charlie, et au moyen d'une caricature, bon, ça a plu à certains et ça a déplu à d'autres, bien sûr, mais voilà. La liberté, oui, on essaye de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on est, il y a parfois des réactions inattendues qui nous posent beaucoup de problèmes et qui sont très chronophages à gérer. Marion? En termes d'organisation, c'est la même chose chez nous, hein. Donc le service web est rattaché à la direction de la communication. Alors moi, contrairement à vous, je n'ai aucune instance de validation, en fait. Je ne devrais pas le dire comme ça. Mais comme je disais en introduction, moi ça fait 3 ans que je suis à la fondation et c'est une création de poste, hein, donc c'était un choix de direction générale que d'avoir ce poste-là en interne. Et nos dirigeants partent du principe que ils font appel à des gens qui savent faire leur métier et que du coup on va leur faire confiance. Hein, la confiance, c'est quand même un des mots forts d'apprenti d'Auteuil, donc ça se vit aussi en interne et avec nos managers. Et du coup, tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, par exemple, je m'en prends qu'à moi-même s'il y a un problème, parce que voilà, il y a pas de validation et on estime que je vais porter la parole de la fondation convenablement, enfin moi et mon équipe. Donc on a une assez grande liberté en fait sur ce sujet-là, mais voilà, après c'est une liberté qui est maîtrisée aussi, hein. On ne dit pas tout et n'importe quoi et on le fait de toute manière pour la fondation. Et nous, la seule chose sur laquelle on a eu un moment où là il a quand même fallu se mettre dans une war room et discuter de ce qu'on faisait et de ce qu'on disait, c'était au moment du mariage pour tous. Voilà, où on a été pas mal sollicité sur les réseaux, soit pour qu'on prenne parti pour un camp ou pour l'autre, soit en partant du principe que de toute manière, étant catho, on n'était pas d'accord ou qu'au contraire, fallait qu'on soutienne. Donc voilà, ça a été le moment où vraiment il a fallu qu'on fasse appel à la direction générale en disant bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, parce que on est extrêmement sollicité sur ce sujet. Donc voilà la fin de cette table ronde. Je vais laisser la parole à Raphaël. Mais vous avez compris que ce n'est pas un outil, c'est une toile, que c'est parfois une caisse de résonance, qu'il ne faut pas avoir peur et que parfois on doit être impertinent et qu'une grande liberté permet également de communiquer grâce à cet outil.